Tu crois plus en la chance ou tu crois le plus au destin? Parce que les artistes sont quand même tous très superstitieux. Moi, je pense plus, je dis toujours, hein, c'est une question, pour moi, c'est la vie, c'est une question de timing. Moi, je crois plus au timing. Donc au destin. On va dire à l'alignement des étoiles, ouais, on va dire au destin. Est-ce que t'as la foi? Ouais, j'ai la foi. Qu'est-ce que ça donne la foi? Qu'est-ce que ça procure dans la vie de quelqu'un qui est exposé, qui doit tout le temps dealer avec la médisance, avec des choses qu'on peut, avec le mauvais œil, avec des choses comme ça. Moi, qui sont des choses qu'on connaît tous en fait. Quand t'es exposé, tu peux avoir, si t'as 1 million de fans, tu vas avoir 5 millions d'ennemis. Ouais, mais c'est ça. Comment est-ce que la foi ça aide en fait surtout à garder la santé mentale? On voyait récemment Stromae qui en parle sans problème, qui dit que lui il a failli se suicider. Et il y a plein d'artistes en fait qui vivent souvent des dépressions lorsqu'ils sont dans la lumière. Est-ce que la foi c'est quelque chose qui aide? Ah bah, beaucoup, totalement, même pour ma part. Mais même dans mon album, j'en parle beaucoup. J'en parle dans le titre Le fond de la classe, dans le dernier morceau. Et c'est vrai que la foi, ça aide déjà à avoir les pieds sur terre et à relativiser. C'est-à-dire que chaque chose, tu le prends comme une bénédiction et tu relativises en te disant, ok, d'accord, j'ai la chance d'être là. Donc en fait, si par exemple j'ai été béni, je vais faire en sorte de justement donner ma bénédiction sur d'autres personnes. Ça veut dire que ça te permet justement d'avoir ce recul de dire, ok, on est comme tout le monde en fait. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes se perdent et on parle pas assez de la dépression chez les artistes. Et c'est quelque chose de constant. Même si c'est pas nous, même si c'est dans des périodes, ça va être pour d'autres artistes autour de nous, ça va être les gens, l'entourage, qui vont pas comprendre le fonctionnement. Nous, on est sujet des fois à des paramètres dans le cinéma ou dans la musique que les gens ne savent pas. Les gens, ils te voient à la télé, ils t'écoutent à la radio, ils imaginent même pas tous les rouages qu'il peut y avoir, les gens qui peuvent essayer de te mettre des bâtons dans les roues, les gens qui vont parler, les gens qui vont... Et en fait, du coup, quand tu rentres chez toi et que tu coupes tes réseaux, t'es seul face à toi-même et c'est avec cette foi qui fait en sorte de te canaliser pour justement pas partir dans des travers. Quand on a la foi, quelle que soit sa religion, il y a 2 mots qui reviennent souvent, c'est merci et pardon. Tu dis merci pourquoi et tu dis pardon pourquoi? Moi, je dis merci pour la chance de pouvoir me lever et faire ce que j'aime et de continuer à faire. Et je dis pardon pour toutes les personnes qui n'ont pas pu, que j'ai pas pu, à qui j'ai pas pu prendre le temps de faire comprendre plein de choses en fait. Et est-ce que ça t'arrive de dire pardon à des gens? Ah bah oui. Je pense que déjà dire pardon c'est la première des humilités et pour moi c'est la première des forces. Si t'as la force de dire pardon, c'est que déjà t'as l'humilité de reconnaître que t'es un humain comme tout le monde, que tu fais des erreurs, que ça peut arriver. Donc moi dire pardon, j'ai aucun problème à dire pardon. Comment tu vois Sams dans 5 ans? Acteur, réalisateur, producteur, décideur? Si je peux avoir tout ça en même temps, moi j'ai pas peur. Mais ouais, dans 5 ans en fait, je me projette pas. J'embrasse toutes les choses qui peuvent arriver, toujours avec les bonnes énergies. Mais si je peux faire un maximum de choses et de projets, que ce soit en producteur, en artiste, que ce soit en acteur, que ce soit même en réalisateur, pourquoi pas? Je me dis il y a 5 ans. Je pensais pas être là, donc dans 5 ans, je sais pas où je serai, tu vois. Aujourd'hui, l'un des acteurs les plus populaires du monde est français, il s'appelle Omar Sy. Est-ce que c'est un exemple? C'est une inspiration folle. Omar Sy est une inspiration folle. Et c'est même une fierté de se dire qu'un acteur français qui est issu du milieu urbain comme nous, aujourd'hui à Hollywood, c'est une première source d'inspiration. C'est que tu te dis que si lui l'a fait, tu peux le faire. Et même si tu le fais pas, même si tu fais un quart de ce qu'il a fait, c'est énorme, tu vois. Donc forcément, bien sûr que oui. On réalise pas souvent l'importance des représentations et l'importance justement de l'impact d'Omar Sy en fait, du fait que qu'un Omar Sy existe ou que toi t'existes au cinéma ou à la télévision, ça donne de la force en fait à des gens. Est-ce que toi tu le vois dans la nouvelle génération d'acteurs qui peuvent avoir plus confiance en eux ou plus confiance en leur destin? Non mais bah oui, tu sais moi, je te jure, hein, à plein de moments, je vois des gens qui viennent et qui me disent merci. Et moi, au début, je comprenais pas. Je leur dis, mais merci, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et ils me disent, non, mais tu te rends pas compte parce que on voit d'où tu viens, on voit comment t'as galéré et ce que t'es en train de faire, ça nous donne une force incroyable. Et en fait, quand t'entends ça, je te jure, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout. C'est mieux qu'un succès parce que tu te dis, putain, moi,
qui, moi, avaient des gens qui m'inspiraient, où je me disais que ce qu'ils faisaient, les mecs étaient extraordinaires. T'as des mecs qui ont le même ressenti. Ça veut dire que la force que tu leur procures, elle est énorme. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Hein. Donc on le dit ce soir, on remercie Omar Sy d'exister. Ah, merci beaucoup, merci. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Grand Corps Malade, c'est le taulier? Quand on voit que c'est l'artiste qui a le plus vendu. C'est le king. Mais c'est fort parce que tu vois, il n'y a pas forcément obligé de faire des singles évidents. Tu vois, pour pouvoir dire qu'on vend des disques. Parce que. Il n'a pas besoin de le revendiquer. Il n'a pas besoin de le revendiquer. Et il fait sa musique et il raconte des choses. Il raconte des très belles choses et il vend. Tu vois, et c'est un gros message envoyé justement même aux jeunes artistes de leur dire il ne faut pas forcément se calquer sur qui fait le single, qui tourne le plus en radio pour pouvoir faire sa musique. Créez votre propre musique et c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer et c'est ce que les gens vont apprécier en fait. Il y a le producteur de Grand Corps Malade qui me disait il y a quand même maintenant 15 ans, il me disait à force de nous voir ils s'habitueront. C'était, il le savait pas parce que c'est un ouf, mais c'est une phrase de René Char. C'est un génie. Est-ce que c'est important en fait de se dire que c'est une course de fond et qu'il faut habituer les gens à son art et pas faire ce que demande le public? Non mais c'est ça, parce que si tu fais ce que demande le public, et ben au bout d'un moment tu deviens comme tout le monde. Ça veut dire que tu n'as pas cette singularité qui fait que le public va t'aimer. Parce que et donc je pense que comme on dit, hein, tu peux prendre l'ascenseur, mais quand tu prends les escaliers, t'arrives en haut, t'as les jambes musclées. Ça veut dire que le chemin, tu peux le faire 2 ou 3 fois. Si tu prends l'ascenseur et que tu redescends l'ascenseur en panne, tu monteras plus. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une course de fond et c'est sur le final. Même quand tu vois un artiste que t'as connu des années et que tu vois son évolution, ben tu lui donnes encore plus de crédit et t'essaies de donner encore plus de force parce que tu sais qu'il a galéré pour en arriver là et il a jamais, il a toujours, il a lutté avec ses convictions. Il y a cette phrase d'Ayam qui disait quand tu allais on revenait, des gens qui étaient des méga stars il y a 3 ans, qui sont aujourd'hui au RSA, qui étaient les rois justement sur les plateformes de stream, et qui sont des jeunes à qui on a tout donné, des contrats et des avances pas possibles. On en a vu arriver, on en a vu revenir. J'appelle ça les étoiles filantes. Comment tu les vois et comment tu vois ce système-là? Mais c'est dommage, et justement c'est ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, c'était le sens du morceau de Kanye West, New Slave d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est que je vois plein de jeunes qui, en fait, sont là pour dire « Ah, mais moi, je suis là pour faire un braquage et me barrer ». C'est-à-dire qu'en fait, on parle plus de passion de musique, on parle juste d'exposition. Tant que le mec exposé ou il pète, il est content. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient un grand fast-food où tout le monde vient, se sert et part. Et je trouve ça dommage parce que même les jeunes, c'est un mauvais indicateur parce qu'au début, il va arriver, gros contrat, les habits, etc., tout ceci, tout cela. Et en fait, il n'a même pas de plan pour plus tard, il n'a même pas de plan de reconversion. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus rien, et le problème, c'est qu'il y a tellement eu cette hype autour de cette personne que le mec va dire, ben non, j'ose pas maintenant retourner à une vie normale parce que les gens vont dire que, et tu rentres dans des engrenages et ça crée ça crée des artistes dépressifs. Et ça, c'est très dangereux. Quand les mecs, ils ont 17, 18 ans, au bout d'un moment, t'as vu, il faut essayer de penser à un plan sur un long terme, de manière à ce que, ne serait-ce que même psychologiquement, les jeunes retombent bien sur leurs pattes, tu vois. Il y a aussi l'avènement des marques de luxe dans les quartiers, en tout cas dans l'imagerie des quartiers. On a vu des jeunes mettre leur budget pour aller s'acheter des fringues dans une marque de luxe et rien donner à leur mère avec l'avance de la maison disque. Comme ça, c'est incroyable. Mais c'est en fait, et c'est ça les dérives, en fait, parce que le rap prend tellement de place et aujourd'hui, on est beaucoup sur l'image. Ça veut dire que, comme tu vois, les marques de mode, forcément, elles s'intéressent à ce qui marche. Donc, en fait, ils vont fournir. Et aujourd'hui, des fois, le discours de certains, c'est, voilà, je prends mon avance, je vais m'acheter tel monde, je vais m'acheter ceci, cela. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé, le premier chèque que j'avais eu, je me rappelle, j'avais fait la compile Hostile 2006. J'avais j'avais fait un titre, un chèque de 2000 €. Pour un titre, moi, tout de suite, je donnais de l'argent à ma mère. J'ai pris de l'argent pour essayer d'en faire plus. Mais je ne suis pas dit, ah, vas-y, je vais m'acheter une dernière paire de Nike, etc. Alors qu'aujourd'hui, des gens prennent des cachets juste pour aller s'acheter des montres. Les mecs, ils ont 15 ans. Toi et moi, on est à peu près de la même génération. Il y avait à une époque beaucoup d'albums aussi de rap qui sortaient. On ne calculait pas les ventes. On aimait juste les albums. En fait, ça profite à qui le fait de mettre en avant ses tops, ses ventes, ses trucs? Ça profite aux maisons de disques. Ça profite aux médias.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont du papier à vendre, ils ont des clics à faire, un tel, il a vendu tant, c'est extraordinaire, etc. Et du coup, ça ramène, en fait, c'est pour les réseaux sociaux et pour les maisons de disques. Et après, parce que ils ont leur intérêt, parce qu'ils ont signé un artiste, parce que ceci, cela, après, on va plus loin dans les achats stream, etc. Chacun sa stratégie. Et du coup, on en perd la qualité première, en fait, c'est la qualité d'un projet. Et des fois, même malheureusement, on peut passer à côté de super projets, tout simplement parce que on dit, ils rentrent pas dans le top. Et c'est ça je trouve que même ce mot projet, il fait du mal à la musique. Lequel? Projet de... Ouais, c'est un EP, un album. Oui, exactement. Non mais en fait, si tu veux, c'est du travail en fait. En fait, les gens disent, et en plus les gens ne se rendent pas compte parce que justement, que ce soit un EP, que ce soit un album, c'est des nuits en studio, c'est des années, c'est des heures de mix, c'est des heures où les gens se prennent la tête. Tu sais, moi pour mon album par exemple, j'ai enregistré plus de 150 morceaux. Tu vois, mais en fait, tu te dis des fois c'est fou parce que sous prétexte que par exemple t'es pas dans le top, quelqu'un va dire ah ben non je vais pas écouter, alors que en vrai, comme tu dis, dans l'époque où nous on kiffait le rap, il y avait des albums qui sortaient, tu prenais ton CD, t'écoutais. Si t'aimais, tu disais que t'aimes. Si t'aimais pas, ben c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait vraiment ce côté de découvrir de la musique, aimer de la musique. Il y a un discours qui est en train d'émerger aux États-Unis, notamment avec des artistes comme Childish Gambino, à travers sa série Atlanta, qui commence à dire il va falloir que le rap s'organise contre les plateformes de streaming. Il va falloir qu'on arrête d'être dépendant des algorithmes, où c'est 5 mecs de la Silicon Valley qui rigolent de nous, qui nous laissent faire nos conneries, qui nous laissent faire la promotion de valeurs qui sont pas les nôtres, et de la bêtise, et qui profitent de cette division en fait. Est-ce qu'il va falloir que le rap se réorganise comme il l'a fait face aux radios mainstream à une époque? Mais totalement, parce qu'en fait le problème c'est que on est rentré dans un truc où vu que le rap a la plus grosse part de marché dans les plateformes streaming, ça devient un peu ça devient en fait ça commence à entrer dans une bulle de spéculation et qui gonfle. Et après, il y a les histoires des achats stream, etc. Ça veut dire que maintenant, les gens parlent comme terme de stream. Ils parlent plus en termes de qualité. Et comme on dit, le problème, c'est qu'en plus, la rémunération par rapport au stream, elle est minime par rapport à la place que le rap a en France. Et c'est vrai que, un peu comme quand des radios ont le monopole ou quand des chaînes ont le monopole, en fait, inconsciemment, les rappeurs veulent rentrer dans ces standards-là. Et du coup, on perd en qualité et on perd même en moyens d'action. Et c'est vrai que il faudrait qu'à un moment que le milieu du rap, en sachant le pouvoir qu'il a, se dise venez, on s'organise de manière à ne pas se faire dicter justement les codes par, comme tu dis, 2-3 mecs qui connaissent des algorithmes qui vont décider qui va être dans les tendances. L'album Le Combat Continu d'Algi fait partie de mon top 3. Non, mais c'est un classique incontestable. Imbattable. Et en termes de storytelling, j'ai trouvé ça super fort dans l'angle que Kerry James prend dans le morceau. Et en fait, c'était dans les périodes où justement où il y avait toutes ces histoires de bavures policières, l'histoire de Michel Zecler, etc. Et j'étais tombé sur l'interview justement de ce policier Abdoulaye Kanté. Et en fait, moi, il y a une phrase, un truc, je me suis dit, mais en vrai, t'imagines ce que t'es flic, noir, que tu veux représenter la République, mais qu'en même temps, tu fais partie des minorités, comment ça doit être dans ta tête? Et je me suis imaginé un scénario où, en fait, c'était une rencontre du 13e type entre Michel Zecler qui rencontre Abdoulaye Kanté. Tu vois? Et pour moi, la meilleure référence, justement, sur les histoires de bavures policières, c'est le morceau de Kerry James. Donc, je me suis dit, en plus, vu qu'il appelait pour une poignée de dollars, même en référence au western, il y avait la suite qui était pour quelques dollars de plus. Donc je me suis dit, t'as vu, dans mon cerveau, ça s'est aligné en me disant, putain, c'est l'occasion rêvée de pouvoir faire vraiment une suite. Et j'ai essayé au maximum de respecter, on va dire, le storytelling, le concept, comme l'avait fait Kerry James. C'est pour ça que je suis parti de la première phrase, justement, comme il avait commencé, puisque la vie n'a rempli que de tarbans. Lui, il parlait on va dire, de l'État ou de la police. Et moi, j'ai changé le truc en me disant, c'est un flic qui parle de ces jeunes-là aussi. Pour montrer qu'en fait, il y a du bon et du mauvais dans chaque. Ça dit aussi quelque chose de la culture hip-hop en France, c'est que souvent, on disait, le rap sera pris au sérieux comme le rock quand les artistes de rap feront des reprises d'artistes de rap, quand il y aura des rappeurs qui feront des livres, quand les rappeurs feront leurs séries, leurs films, et ça y est, on y est en fait. Aujourd'hui, le rap a pris le pouvoir. Non, mais exactement. Et n'a pas besoin de légitimation de l'extérieur. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, le rap a réussi à justement créer un système dans le système. C'est-à-dire qu'en fait, par la force des choses, par la qualité des artistes, par la pluridisciplinarité des artistes. Pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité. Voilà. Pluridisciplinarité. Et ce qui est bien, c'est, comme tu dis, il y en a qui font des livres,
des films, qui font des pièces de théâtre, qui font des comédies musicales. Le rap est partout. Et c'est ce qu'on espérait. C'est-à-dire que le rap, comme aux États-Unis, soit implanté dans les mœurs, tu vois, et avec les générations qui changent. Donc du coup, on est arrivé à un stade où justement chacun peut faire sa musique, peut avoir des musiques super mainstream, comme peut avoir des trucs très underground. L'important, c'est que la musique vive en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le rap? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est justement cette diversité. Vraiment. Cette diversité entre Jul, tu peux passer d'un Jul à même à un Nak, tu vois. Et c'est-à-dire que c'est des styles totalement différents, mais ça s'inscrit dans le rap. Et moi, ça me fait vibrer parce que je me dis, en fait, le champ des possibles, il est énorme, en fait.